Salut à tous, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du destin assez tragique de 3 concept cars qui ont assez mal fini. Mais avant tout ça, je voudrais dire un grand merci à Car Vertical qui sponsorise encore une fois cette vidéo. Alors, pour vous expliquer, Car Vertical, ça vous permet de déterminer à partir d'une plaque d'immatriculation ou du VIN number de votre voiture ou d'une voiture que vous comptez d'acheter, en gros l'historique de cette voiture. Donc vous savez si elle a été volée, vous savez si elle a été accidentée, toutes sortes de choses comme ça. C'est parfait par exemple si vous êtes en train d'acheter une voiture et que vous avez besoin d'un rapport un peu plus complet par rapport à ce que propose Histovec, parce que ce n'est pas du tout les mêmes informations. Par exemple, Histovec c'est vraiment cantonné à la France, alors que Car Vertical ça va également chercher dans toute l'Europe, dans tout le monde. Si la voiture vient de l'étranger, ça peut vraiment être utile. Bon, ça fait quelques temps que je fais des vidéos avec Car Vertical, donc je vous ai négocié une petite réduction. Utilisez le lien dans la description en dessous pour acheter vos rapports. Bon allez, ça suffit avec les sponsors, maintenant on se lance sur la vidéo, c'est parti. Nous allons commencer cette vidéo avec la Chrysler Northman. Alors c'est un concept car qui a été créé par Chrysler en 1956 et le but c'était de venir créer une vision périphérique assez énorme, c'est-à-dire absolument aucun montant A ni aucun montant B. Donc pas de montant de pare-brise et pas de montant de portière, comme on peut le voir sur ces dessins de l'équipe de design de chez Chrysler. Alors au niveau style et au niveau ergonomie c'est superbe, c'est magnifique. Au niveau sécurité, je sais pas ce que ça donne, hein. Honnêtement, ils avaient parlé de quelques petites astuces dans la structure, mais j'y crois moyen. En gros, le toit était en tension tout le temps, et du coup, si jamais la voiture se retournait, et ben, la tension se lâchait, le toit remontait un peu, ce qui donnait un peu plus de sécurité normalement. Mais bon, c'était très conceptuel, et honnêtement, j'y crois pas du tout. Alors ce concept a été dessiné par les bureaux de design de chez Chrysler, mais ils ne l'ont pas réalisé eux-mêmes. Ils ont plutôt demandé ça à une entreprise européenne, Ghia, qui est située en Italie. C'est notamment eux qui avaient fait la Lincoln Futura, donc c'est la Lincoln qui a été rachetée et ensuite transformée en Batmobile pour le film des années 60. Enfin bref, cette entreprise a travaillé d'arrache-pied pour réussir à faire ce concept dans les temps impartis. Ils ont mis 15 mois pour la faire, 50 000 heures de travail, tout ça monté sur un châssis Chrysler 57 avec un gros V8, de façon à ce que cette voiture soit complètement utilisable. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette voiture était vraiment réussie. Elle avait un certain style, avec ses phares avant rétractables, cet arrière plongeant qui descend du toit jusqu'au pare-choc. Moi j'adore ce truc. Malheureusement, il n'y a qu'une toute petite poignée de personnes au monde qui ont pu apprécier de visu les magnifiques lignes de cette voiture. En effet, même les designers Chrysler ne l'ont jamais vu en vrai. À peine sa construction terminée, elle part de l'Europe vers les États-Unis. Elle sera chargée le 19 juillet 1956 sur le Andrea Daria. Le but étant de pouvoir la tester un petit peu aux États-Unis avant qu'elle soit présentée au public au salon de Détroit. L'Andrea Daria, c'est un bateau de croisière assez luxueux. Il fait 213 mètres de long, il peut faire voyager jusqu'à 1241 passagers. Et les journaux de l'époque le comparent à une galerie d'art flottante. La traversée se passe plutôt bien, mais le 25 juillet au soir, à l'arrivée à New York, il y a un brouillard extrêmement épais. Bien entendu, l'Andrea Daria fait sonner son avertisseur sonore, sa corne de brume, afin de signifier son emplacement aux éventuels autres bateaux qu'il pourrait y avoir dans la zone, et il utilise son radar afin de détecter les bateaux qui pourraient arriver vers lui. Et il détecte effectivement un bateau. Cet autre bateau, c'est le Stockholm. Lui, il part de New York, il est donc en direction totalement opposée par rapport à l'Andrea Daria. Dans ce genre de situation, les deux navires sont censés s'éviter par bâbord afin de se croiser tribord-tribord. Mais pour une raison inconnue, l'Andrea Daria fera l'inverse, il partira sur tribord, il se retrouvera donc parfaitement dans la ligne de mire du Stockholm. Le Stockholm vient donc percuter à 90 degrés l'Andrea Daria et percera sa coque jusqu'à pratiquement la moitié. Il faut comprendre que le Stockholm était prévu pour traverser les glaces, donc il avait une proue particulièrement solide. À ce moment-là, le bilan fait déjà état de 40 morts, juste avec le choc initial. En effet, le bateau est venu taper juste à l'endroit où il y avait des cabines occupées. Ça a été désastreux dès le départ. Toutes les cales du côté tribord du bateau se remplissent très rapidement d'eau, c'est-à-dire que le bateau va prendre de la gîte très rapidement. 30 minutes après le choc initial, le capitaine de l'Andrea Daria va demander l'évacuation du bateau. Le navire va mettre toute la nuit à couler et c'est au petit matin qu'il va finir par disparaître
emportant avec lui la Chrysler Norseman. Alors au fil des années, beaucoup de plongeurs ont tenté de retrouver la Norseman. Malheureusement, les conditions pour plonger sur ce bateau sont particulièrement compliquées. En plus, il y a une confusion, on ne sait pas trop si ce concept était dans le garage avec les autres voitures que transportait l'Andrea Daria, ou alors s'il était dans la soute, étant donné que Ghia avait l'habitude de faire transiter ses voitures dans des grosses boîtes en bois avec les roues retirées de la voiture. De toute façon, ça fait plus de 50 ans que le bateau a coulé, donc désormais la voiture a été complètement mangée par l'eau salée. On ne reverra jamais ce concept. D'ailleurs, il ne reste que quelques photos en noir et blanc qui ont été prises en Italie de ce véhicule. Il n'existe pas la moindre photo couleur, tellement qu'on ne sait même pas exactement quelle teinte cette voiture avait. Il y en a certains qui parlent d'un bleu pâle, d'autres qui parlent d'un vert pastel. Tout ce qu'on sait, c'est que le toit était blanc. Désormais, je vous propose que l'on parle de la Porsche Tapiro. C'est un modèle qui est basé sur une 914 et qui a été dessiné par Giugiaro. C'est un concept qui a été présenté au salon de Turin en 1970 et à celui de Los Angeles en 1971. Après qu'elle ait quitté les salons, l'histoire devient un peu floue et il y a deux versions possibles. Vous me direz dans les commentaires laquelle vous semble la plus vraisemblable. Juste après le salon de Los Angeles, elle aurait été rachetée par un entrepreneur espagnol qui l'utilisera comme voiture personnelle à peu près tous les jours pendant environ un an. Vous imaginez une Porsche Tapiro rouler dans les rues de Madrid en 1973, ça devait être un truc de malade. J'aurais adoré voir ça. La même année, une dispute entre ce riche entrepreneur et ses employés éclatent, et ses employés décident d'utiliser la manière forte pour se faire comprendre. En effet, ils vont incendier la Tapiro de leur patron, un modèle unique dessiné par Giugiaro, incendié pour des différences syndicales, moi ça me fend le cœur. Après cet incident, l'épave aurait été rendue à Giugiaro. La deuxième possibilité de cette histoire, c'est qu'elle aurait été achetée peu après avoir été présentée dans les salons par un compositeur argentin du nom de Waldos del Rios. Lui aussi l'aurait utilisée comme voiture de tous les jours en Espagne et elle aurait fini par prendre feu en pleine campagne alors qu'il était à son volant. Ensuite, la voiture aurait été abandonnée dans une ferme, à l'extérieur, mais encore une fois, aucune photo. Et tout cela jusqu'à la mort du compositeur en 1977. À partir de là, un ami du compositeur aurait récupéré la voiture et l'aurait revendue à Giugiaro. Ce dont on est sûr, c'est que la voiture a bien rejoint son maître. On a cette photo où on voit Giugiaro et son fils récupérer la voiture en épave et se demander un petit peu qu'est-ce qu'ils ont devant eux, quoi. Aux dernières nouvelles, elle serait toujours chez Ital Design, donc la société de Giugiaro qui a été rachetée par Volkswagen. Il n'y aurait absolument aucun projet de restauration. Cela dit, je suis tombé sur une photo un peu étrange, cette photo-là, où elle aurait été exposée en extérieur pendant un moment. Si vous avez quelques informations que ce soit sur la Porsche Tapiro, n'hésitez pas à me contacter. On passe désormais à la Mazda Furai. Vous connaissez peut-être cette histoire parce qu'elle est quand même beaucoup plus récente que les deux autres. Ça s'est passé en 2008. La Mazda Furai, c'était plus qu'un concept, c'était une véritable voiture de course. Full carbone avec un rotatif tri-rotor 20B de 450 chevaux. Elle était vraiment capable, cette voiture. Elle a été présentée au salon de Détroit en 2007 et puis ensuite elle a beaucoup fait parler d'elle. Faut dire qu'à cette époque, moi j'étais fan de la RX-7 FD, donc voir une Furai comme ça avec son design complètement futuriste, avec un tri-rotor de 450 chevaux, moi ça me faisait vraiment kiffer cette voiture. Bon, finalement cette RX-7 je l'ai jamais eu et j'ai eu une RX-8. Bon, quoi qu'il en soit, ce concept a disparu très vite de tous les médias. C'est-à-dire qu'à un moment on en parlait énormément et d'un coup on n'en parlait plus du tout. Donc tout le monde s'est dit ok, Mazda a complètement abandonné le projet, ils ont mis le véhicule dans un des sous-sols de leur bureau de design et on n'en entendra plus jamais parler. C'est des choses qui arrivent parfois avec les concepts. Sauf que la réalité est tout autre et il a fallu attendre 2013, donc 5 ans pour l'apprendre. C'est Top Gear qui nous raconte l'histoire et ils nous ont expliqué qu'il y avait des clauses de confidentialité qui ont fait qu'ils n'ont pas pu nous raconter l'histoire avant. Imaginez-vous cette scène dans votre tête. Nous sommes le 19 août 2008, il est 11h52. La Mazda Furai est sur le circuit de Top Gear. Ils veulent en faire une émission, ils veulent également en parler dans leur magazine papier. Et la voiture est en test depuis maintenant plusieurs heures. À ce moment-là, c'est une grosse exclusivité pour Top Gear. Aucun autre magazine, aucune autre émission n'a pu vraiment rouler la voiture. C'est la première fois que quelqu'un roule cette voiture, autre que des responsables de chez Mazda. Et je peux vous dire que les mecs en profitent. Le tri-rotor nourri à l'éthanol pur chante mais comme jamais sur le circuit de Top Gear. Le Stig fait quelques tours, quelques photos, quelques vidéos pour l'émission. Elle est vraiment
poussé dans ses retranchements pendant plusieurs heures. On approche de la pause de midi, tout le monde semble passer un bon moment sous la supervision de l'équipe de Mazda qui est là pour régler quelques petits détails de la voiture au fil des tours. Et puis finalement, la piste commence un petit peu à se vider, comme je vous le disais, on approche de midi. Mais il y a le photographe de Top Gear Magazine, la version papier, qui aimerait un cliché un petit peu spécial. En fait, il a repéré qu'à chaque changement de rapport, il y avait un petit retour de flamme à l'arrière, une sorte de tout petit cône bleuté qui sort de l'échappement. Il aimerait pouvoir réussir à prendre cette photo. Donc il demande à un pilote de chez Mazda de prendre la fourraille, de faire un tour. Lui, il sera dans une voiture suiveuse et puis il va prendre quelques clichés à chaque changement de rapport. Donc les deux voitures se suivent. Ils sont maintenant à l'autre bout du circuit, vraiment à l'opposé par rapport au paddock, par rapport à l'équipe Mazda et par rapport aux équipes de sécurité. Et c'est à ce moment précis que la fourraille décide de dysfonctionner. Le chant mélodieux du trirotor commence à se transformer en une espèce de concert de casseroles qui s'entrechoquent. Et c'est à ce moment que le photographe, toujours la tête dans son objectif, voit une très légère flamme commencer à se développer dans la partie basse du compartiment moteur. La fourraille a un arrière vraiment très ouvert et du coup on voit bien ce qui se passe dans le compartiment moteur et il repère tout de suite cette petite flamme. Alors forcément il dit au pilote fais des appels de phare, klaxonne-le, la voiture est en train de prendre feu. Le pilote de la fourraille s'arrête en précipitation, il coupe le moteur, il s'extrait de la voiture alors que la voiture n'est pas encore tout à fait arrêtée. Malheureusement, à peine arrêtée, il y a déjà des flammes de plus d'1 mètre qui sortent du compartiment moteur de la fourraille. Ils ont devant eux un concept car unique qui coûte des millions et qui est en train de prendre feu. Les équipes d'urgence sont beaucoup trop loin, ils ne peuvent pas voir la voiture qui est en train de prendre feu. Donc il faut sauter dans une voiture pour aller les prévenir, c'est des précieuses minutes qui sont perdues, des précieuses minutes pendant lesquelles la fourraille se consume. Malheureusement, lorsque le camion arrive, il est clairement trop tard, le brasier est énorme, la fourraille est déjà complètement en feu. Les témoins raconteront plus tard que entre la toute première flamme détectée par le photographe et la voiture complètement éteinte par les pompiers, il y a eu 8 minutes. 8 petites minutes où tout ça s'est déroulé. Vous imaginez la vitesse à laquelle une voiture peut être complètement consumée par les flammes. Une fois le feu totalement éteint, les équipes de Mazda ne vont vraiment pas perdre de temps. Ils vont récupérer un maximum de pièces, ils vont récupérer la voiture, ils vont mettre tout ça dans une remorque bâchée, histoire que personne ne puisse prendre en photo ce véhicule. Le but c'était vraiment que rien de tout cela ne s'ébruite. Et ils ont fait un très bon boulot, puisque pendant 5 ans, personne n'a su ce qui était advenu de la fourraille, c'est impressionnant. Le véhicule aurait été rapatrié au studio de design de Mazda en Californie et elle y serait toujours, il n'y aurait absolument aucun projet de restauration, donc à mon avis, elle va rester comme ça. C'est quand même triste, hein, ces 3 magnifiques concepts qui ont été détruits et que malheureusement nous ne reverrons jamais. Bon, cette vidéo est terminée, si ça vous a plu, laissez un pouce, un commentaire pour me donner votre avis, regardez d'autres vidéos et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!